rejoignez sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de votre attachement. C'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire d'information essentiellement économique. Tout de suite, voici les grandes lignes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son séjour à Lubumbashi, son bref séjour à Lubumbashi, a mis en service des locomotives neuves et une centaine de wagons destinés au service national pour répondre aux besoins d'évacuation de ces productions agricoles vers les grands centres de consommation. Dès l'entame de ce JT Business, un reportage est à suivre. À suivre également l'invité business, il s'agira du professeur Michel Mpundu, docteur en sciences agronomiques et enseignant à la faculté portant le même nom à l'université de Lubumbashi. Avec lui, il s'agira de scruter les autres voies d'évacuation de récolte des centres de production vers les centres de consommation. L'entretien est à découvrir. Enfin, la question relative aux émoluments des députés nationaux ne cesse d'alimenter les débats. Si pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, un député national toucherait mensuellement $5 000 américains, tout avantage y compris, dans les rangs de la société civile, ces propos du speaker de la Chambre basse du Parlement divisent. Les détails sont à suivre. Voilà tout pour les titres. Cordial bienvenue à tous. Premier titre, des locomotives neuves et une centaine de wagons destinés au service national ont été lancés jeudi dernier à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une cérémonie de haute portée socio-économique qui avait pour cadre les installations de la gare centrale de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Les explications avec Marcus Akenda sur ces images de Basile Bilali. Il s'agit de 2 locomotives, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons conteneurs, un wagon voiture de luxe, un wagon voiture pour passagers, un wagon voiture pour le commandant du service national, un wagon voiture pouvant servir des salles de réunion mobiles qui ont été mises en service par Félix-Antoine Tshisekedi. Ces engins vont non seulement contribuer à l'amélioration des conditions de travail au centre de Kanyama KCC, mais aussi et surtout viennent répondre aux principaux besoins du service national, à savoir l'évacuation de ces productions agricoles vers le grand centre de consommation du pays, car pour uniquement la saison 2023-2024, le service national a produit 16 000 tonnes de maïs. Aussi, cela permettra au gouvernement de la République d'atteindre le coin enclavé en transportant des biens et des services. Aujourd'hui, le service national, impliqué dans la politique du vrai développement par votre suprême autorité, va trouver solution à un épineux problème de transport de son matériel vers les différents centres de production, ainsi que celui de l'évacuation de sa production vers différents centres de consommation. Avec le lancement de ces 2 locomotives et d'une centaine de wagons, il s'ouvre une ère nouvelle, aussi bien pour le service national que pour les populations de province et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les points enclavés en y transportant de biens et de services. Créé par le décret-loi numéro 032 du 15 octobre 1997, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Rattaché à la présidence de la République, le service national est actuellement mis à contribution dans la conduite de nombreux projets du gouvernement visant la lutte contre la faim et la reconstruction nationale. Place à l'invité de ce magazine d'information essentiellement économique. Il s'agit du professeur Michel Mpundu, docteur en sciences agronomiques et enseignant à la faculté portant le même nom à l'université de Lubumbashi. Dans cet entretien, il revient notamment sur les différentes voies d'évacuation des récoltes des centres de production vers les grands centres de consommation. Une épineuse question liée justement au développement économique du pays. Voici l'échange.
Professeur Michel Pondou, merci de nous recevoir. À l'heure qu'il est, les acteurs qui sont dans le secteur agricole ont toujours fustigé un problème lié à l'évacuation des récoltes des centres de production vers les grands centres de consommation. Vous êtes expert du domaine. Comment comprenez-vous cela? Merci beaucoup pour la question. En tout cas, c'est un problème réel en agriculture. Et l'aménagement des routes, que nous allons appeler les routes des dessertes agricoles, est parmi les solutions pour booster l'agriculture, et principalement dans notre province et même en RDC. À ce jour, les statistiques montrent clairement que plus de 50% des routes en milieu urbain sont quand même en bon état, contrairement à ce qui se passe en milieu rural. Donc vous allez voir en milieu rural, pour les routes des dessertes agricoles, on a plus de 80% des routes qui sont en mauvais état. Donc ce sont ces routes-là, des dessertes agricoles, qui permettent l'évacuation des produits des centres de production vers les centres de consommation. Pour le Haut-Katanga, c'est Lubumbashi, c'est Kasumbalesa, c'est Likasi. Et cela est clair parce que pour le Haut-Katanga, il y a environ 18 axes. Si vous prenez les 6 territoires, vous verrez qu'il y a 3 axes par territoire qu'il faut réellement arranger et ça constitue environ, en termes de kilomètres, c'est environ 1190 kilomètres des routes de dessertes agricoles qu'il faut arranger ici dans le Haut-Katanga pour relier les centres de production vers les centres de consommation en passant par des routes nationales, et notamment la RN1, RN5 et d'autres routes secondaires. Donc, et là, en tout cas, il faut aussi tenir compte dans ces routes de dessertes agricoles, il y a aussi des ponts. Et nous estimons autour de 68 ponts qu'il faut arranger. Mais si vous considérez la longueur des ponts, vous êtes autour de 666 mètres aussi qu'il faut considérer. Et donc ça, ce sont les statistiques. Donc les statistiques sont claires et sont connues. On attend seulement les fonds pour arranger ces routes-là et cela va améliorer sensiblement l'agriculture ou l'évacuation des produits des milieux, des centres de production vers les centres de consommation. Au-delà des routes, nous avons également la voie ferrée. Est-ce qu'à ce jour, elle répond aux besoins? En tout cas, selon les prévisions, la voie ferrée devait nous aider correctement lorsque nous voulons relier non seulement l'Afrique australe vers le nord, lorsque nous voulons relier Tanganyika, nous voulons relier Olomami et par exemple aussi Kolwezi lorsque nous sommes dans l'espace Grand Katanga. Ça c'est important, mais lorsqu'il s'agit par exemple de 6 territoires, là ça va poser problème parce que la voie ferrée a été conçue pour l'évacuation des produits miniers. Donc ça relie Kolwezi, ça relie Lubumbashi, et c'est vrai ça peut aller du côté Manono ou du côté Olomami et Tanganyika. Mais lorsqu'il s'agit de relier par exemple Pweto, là il n'y a pas la voie ferrée, Kasenga il n'y a pas la voie ferrée, Mitwaba il n'y a pas la voie ferrée. C'est seulement les territoires qui sont dans l'arc cuprifère Katangé, donc Sakanya, Kipushi et Kambov, normalement qui bénéficient de cette voie, et là la voie est en train de sortir. À mon avis, ce sont les 2 alternatives pour relier les 3 territoires qui sont dans l'arc cuprifère, mais pour les autres territoires, on peut recourir aux routes des dessertes agricoles, donc c'est une alternative. Les récoltes de Kanyama-Kasese, par exemple, peuvent-elles aussi passer par cette voie ferrée? Oui, c'est ça. C'est comme je l'ai souligné. Donc, lorsqu'on veut quitter le Haut-Katanga vers le Olomami, où se trouve Kanyama-Kasese, là, on s'est évacué avec la voie ferrée. Donc, lorsqu'il s'agit de l'évacuation interprovinciale, c'est faisable. Mais lorsqu'on considère une évacuation intraprovinciale, c'est-à-dire entre les 6 territoires, là, pour le Haut-Katanga, nous devons utiliser les 2 voies. Mais lorsqu'on veut aller à l'extérieur de la province, je pense que la voie ferrée est une route qu'il faut privilégier ou un moyen qu'il faut privilégier pour l'évacuation. Et ça va encore nous aider à relancer aussi la SNCC qui ne doit pas se limiter seulement à évacuer les minéraux, mais il faut aussi évacuer les produits agricoles et aider la population qui est en difficulté. À ce jour, l'issue serait laquelle? Nous avons 2 possibilités. Lorsque nous considérons la province du Haut-Katanga, nous considérons les axes que nous avons ici décrits, que nous estimons à 1990 km. Là, nous relions les 6 territoires du Haut-Katanga.
Mais lorsque nous voulons aller au-delà du Haut-Katanga, c'est-à-dire Kolwezi, aller relier Kanyama-Kasese, Tanganyika, Kalemi, nous devons aménager, nous devons arranger, entretenir la voie ferrée comme moyen d'évacuation ou des produits, des centres de production vers Lubumbashi, qui est un grand centre de consommation. Professeur Michel Mpundu, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Professeur Michel Mpundu, docteur en sciences agronomiques et enseignant à la faculté portant le même nom. Nous sommes à l'université de Lubumbashi. Tout à fait autre chose, le gouvernement souminois s'est engagé à mettre en œuvre des politiques budgétaires et monétaires réellement efficaces dans un climat des affaires sain et attractif. C'est ainsi que 10 actions ont été retenues. Elles vont de l'accélération des réformes devant stimuler l'investissement à la révision du code des investissements. Les précisions sont de Merveille Mouhemba. Pour améliorer la gouvernance macroéconomique et la lutte contre la corruption, le gouvernement souminois a identifié 10 actions à poser. Il s'agit d'accélérer les réformes pour stimuler l'investissement privé, de révisiter les codes des investissements, de renforcer les capacités des structures de la lutte contre la corruption, afin de les rendre plus efficaces et plus opérationnelles avec des mesures urgentes comme premièrement, repréciser les régimes des sanctions en cas de violation des statuts des agents publics et des codes d'éthique et déontologie de l'agent public. Deuxièmement, renforcer les inspections internes et externes au sein des régies financières. Troisièmement, mettre en place en cas de concertation et de collaboration entre les structures de la lutte contre la corruption. Quatrièmement, continuer à renforcer les moyens de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et des autres inspections au niveau des ministères. La quatrième action vise à continuer de publier régulièrement des nouveaux contrats dans le secteur des ressources naturelles. Renforcer les rôles de la CNRF pour une application rigoureuse de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive. 6. Redynamiser les travaux de la commission en charge de la dédollarisation de l'économie, mettre en place un nouveau système de fixation des prix à la pompe et constituer les réserves stratégiques des produits pétroliers. 7. Améliorer la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires avec des actions urgentes comme premièrement, poursuivre la limitation des transactions effectuées en espèces au guichet de la BCC en monnaie nationale et en devises. Deuxièmement, mettre en place un cadre d'exécution des opérations du Trésor de la BCC conforme aux dispositions de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, particulièrement en ce qui concerne ces articles 23 et 24. Neuvièmement, revoir et publier semestrièrement la Mercuriale. Enfin 10, finaliser la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. Un député national toucherait environ $5 000 le mois, tout avantage y compris. Ces propos de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, ne font pas du tout l'unanimité, surtout au sein de la société civile. À titre illustratif, l'ODEP, entendez Observatoire de la dépense publique, et la coalition Congo n'est pas à vendre. Les explications avec Arcel Logis. Selon l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, un député national touche environ $9 000 américains, sans compter les avantages qui placent la barre à plus de $21 000 américains. Cette hausse a été constatée depuis l'avènement de l'Union sacrée de la nation. De son côté, la coalition Congo n'est pas à vendre, qui suit de près la problématique du train de vie exorbitant des institutions publiques de la RDC, constate que le propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ne sont ni conformes à la loi de finances 2024, ni aux pratiques de paiement d'autres avantages aux parlementaires congolais. Cette coalition, se référant à la loi de finances 2024, précise ce qui suit. La loi de finances 2024, section 16, fixe les émoluments mensuels d'un député national à 23,4 millions de francs congolais, soit $9 361 américains. Ce montant ne concerne pas les autres avantages et primes dont bénéficient les députés nationaux. Ce chiffre contredit le montant de $5 000, soit 14 millions
millions de francs congolais annoncés le 15 juin dernier par le président de l'Assemblée nationale. Cependant, pour baisser ces émoluments, cette plateforme recommande un collectif budgétaire qui n'est pas encore initié par le gouvernement ni voté par le Parlement. Nous allons parler mine à présent. La République démocratique du Congo demeure les leaders incontestés de la production du cuivre. En 2021, le pays a produit environ 1,8 million de tonnes selon la Banque centrale du Congo. En 2022, la RDC avait produit 2,36 millions de tonnes de cuivre d'après les statistiques provisoires publiées par la mère des banques. Les détails avec Brigitte Massangila. Il s'agit d'une nouvelle hausse en glissement annuel de 31% cette fois-ci, confirmant une tendance qui s'est accélérée depuis 2019. La production congolaise de cuivre est en effet passée de 1,22 million à 1,42 million de tonnes entre 2018 et 2019, avant d'atteindre 1,60 million en 2020, puis 1,79 million de tonnes l'année suivante. Si l'institution n'avance pas de raisons précises pour expliquer cette progression linéaire, on peut tout de même la rapprocher de l'entrée en production de plusieurs mines au cours de la période, dont celle des Desiwa en janvier 2020 et des Kamoa-Kakula en mai 2021. Ainsi, leader continental au niveau de la production de cuivre, la République démocratique du Congo peut nourrir désormais des ambitions à l'échelle mondiale en passant troisième producteur du métal rouge devant la Chine et juste derrière le Pérou, dont la production a atteint 2,4 millions de tonnes en 2022. Le Chili reste le premier producteur mondial de cuivre avec plus de 5 millions de tonnes. Sur les marchés des concentrés de cuivre, les TC/RC spot s'est établi en moyenne à 74,8 $ par tonne, bar 7,48 $ 100 par livre pour le premier trimestre en 2023, en dessous de l'indice de référence annuel de 88 $ par tonne, bar 8,8 $ 100 par livre. La baisse de TC au comptant, due à des perturbations dans les mines d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est, s'est inversée à la fin du mois de mars, lorsque les livraisons de mines sont devenues régulières et que les principales fonderies chinoises ont avancé leurs travaux d'entretien. Le marché au comptant est devenu moins actif au cours des dernières semaines. Les principales fonderies de cuivre chinoises ont fixé un plancher de 90 $ par tonne, bar 9,0 $ 100 par livre pour les TC/RC de cuivre pour le deuxième trimestre de 2023, légèrement inférieur à celui du premier trimestre. Cet autre titre, d'ici à 2030, les économies mondiales devraient essuyer une perte d'environ 10 000 milliards de dollars américains par an, soit plus que la combinaison du PIB de la France et du Japon suite au décrochage scolaire et au manque des compétences de base. Ces affirmations émanent d'un rapport, un nouveau rapport publié en ce mois de juin en cours par l'UNESCO. Ce rapport est intitulé « Le coût de l'inaction ». Marcus Akenda nous explique. Le nouveau rapport indique qu'à ce jour, 250 millions d'enfants, soit 128 millions de garçons et 122 millions de filles, ne sont pas toujours scolarisés. En même temps, renchérit la source, de nombreux enfants dans les écoles ne possèdent pas les compétences de base telles que la lecture ainsi que les compétences socio-émotionnelles pour réussir dans la vie. Le document alerte en outre sur les conséquences étroitement liées à la déscolarisation. À cet effet, le rapport fait état d'une augmentation de 69% des grossesses précoces, de 57% de la criminalité et de 38% des jeunes qui ne sont ni scolarisés ni en emploi, encore moins en formation. Globalement, le rapport a évalué les chiffres en termes de pertes privées, fiscales et sociales essuyées par les économies mondiales. S'agissant des pertes privées annuelles, c'est-à-dire coûts économiques supportés par les individus, elles représentent 6,300 milliards de dollars et 9,200 milliards de dollars pour le décrochage scolaire et le manque de compétences de base respectivement, ce qui représente dans le même ordre 11 et 17% du produit intérieur brut mondial. L'estimation de ce coût privé à un horizon de 20 ans jusqu'en 2041 multiplie ces valeurs par 20.
Pour les pertes fiscales annuelles, à savoir celles liées au gouvernement, d'ici 2030, elles s'élèveront à 1,100 milliard pour les décrochages scolaires et 3,300 milliards pour le déficit des compétences des bases. Entre-temps, le coût social annuel, c'est-à-dire coûts privés et fiscaux, moins le coût de l'augmentation des impôts des jeunes en décrochage scolaire, s'élèveront à 6 milliards et à 10 milliards pour les enfants qui n'ont pas les compétences de base. Pour juguler cette tendance de nature à doucher les avancées arithmétiques durement acquises dans ces sens, les experts associés à la rédaction du rapport appellent cependant le gouvernement et les organisations à investir dans le secteur de l'éducation, car il estime, je cite, qu'investir dans une éducation de qualité est une stratégie rentable pour le développement économique. Fin de citation. Ainsi, la scolarisation de tous les enfants permettrait d'augmenter le produit intérieur brut mondial futur de plus de 6,500 milliards par an, tout en éradiquant tous les obstacles liés à la non-réalisation de l'objectif de développement durable ODD 4. D'autres titres dans le reste de ce JT Business, c'est en bref et en images. Tout d'abord, le nouveau ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, s'est entretenu à Kinshasa avec les mandataires publics de l'État dans le but de chercher ensemble les voies et moyens d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques de la République démocratique du Congo et en faire réellement le levier de la croissance économique et du développement social. Au cours de cet entretien, il a sollicité les propositions de tous pour améliorer la gouvernance des entreprises publiques, la gestion à la fois financière et publique, afin de replacer ces entreprises dans leur vision de levier de la croissance économique et du développement social et surtout comme actrices de création d'emplois. Cet exercice, d'après le ministre, permettra, après écoute, d'avoir une idée de la partition à jouer dans la préservation des entreprises de l'État contre tout risque, pour qu'elle soit réellement le levier de la croissance économique et du développement social de la République. Ensuite, promulguée en 2014, la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo totalise à ce jour 10 ans. L'heure est donc à l'évaluation à mi-parcours. C'est ce qui justifie les travaux de la semaine de l'énergie organisée à Kinshasa par l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. Se confiant à la presse, le directeur de cabinet du nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'est félicité du fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui manifestent la volonté d'investir dans le secteur de l'électricité. Avec le nouveau ministre, il y aura une vraie dynamique pour aider ces opérateurs, permettre à ce que la population congolaise ait davantage accès à l'électricité, qui est la clé à l'industrialisation et au développement économique du pays. On a 100 000 mégawatts de potentialités en termes d'hydroélectricité. Seuls moins de 5% sont exploités. Cela veut dire qu'il y a de la marche, a-t-il déclaré. Enfin, de 2024 à 2026, les pays concentrant plus de 80% de la population mondiale et du PIB connaîtront une croissance plus lente que celle observée au cours de la décennie précédant la Covid-19. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans sa nouvelle publication semi-annuelle sur les perspectives économiques mondiales. Entre 2024 et 2025, la croissance devrait être inférieure à la moyenne des années 2010 dans près de 60% des économies, représentant plus de 80% de la population mondiale. Par ailleurs, la croissance mondiale devrait se maintenir à 2,6% cette année, selon cette institution de Bretton Woods. À présent, voici la tendance des prix des produits des grandes consommations à Lubumbashi la semaine du 17 au 22 juin 2024. Vous allez le constater selon ce tableau qui est affiché que certains produits ont connu une hausse de prix. C'est notamment un sac de braise qui se vend actuellement entre 25 000 et 22 000 francs congolais. Ça se comprendrait peut-être avec la période de froid. Un bidon de 5 litres d'huile végétale qui s'est vendu auparavant à 25 000 francs congolais. Actuellement, il se vend à 30 000 francs congolais. Les autres prix, les autres produits enregistrent une stabilité. C'est notamment un carton de tilapia qui se vend aujourd'hui entre 78 500 francs congolais et 42 000 francs congolais. Un carton de cuisse poulet
se vend entre 91 000 francs congolais et 58 000 francs congolais. Après les prix des produits de grande consommation à Lubumbashi, place à présent à la tendance des prix des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international la semaine allant du 17 au 22 juin 2024. Le prix d'une tonne de cuivre connaît une baisse sur le marché international au cours de la période sous examen en se négociant à 9 744 $ américains la tonne. On peut lire ces éléments dans un communiqué de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. D'après la source, plusieurs produits miniers marchands, contrairement au tantal, ont connu une baisse sur les marchés internationaux pendant la même période, à savoir le cobalt, le zinc, l'étain, l'or ainsi que l'argent. C'est ainsi que le zinc, il se négocie à 2 784 $ la tonne. Le cuivre, nous vous l'avons dit, c'est à 9 744 $ la tonne. Le cobalt, il est à 26 605 $ la tonne. L'or est à 74 $ le gramme. Et le tantal, il est à 227 $ le kilogramme. Enfin, voici l'évolution du taux d'échange, l'évolution du cours d'échange sur le segment officiel, c'est-à-dire selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, qui est la mère des banques. $1 américain équivaut à 2816 francs congolais. 1 euro, il équivaut à 3022 francs congolais. Un franc CFA, selon la Banque centrale du Congo, soit sur les segments officiels, il est à 4 francs congolais. Un kwacha zambien, il est à 109 francs congolais. Et un rand sud-africain, il est à 156 francs congolais, selon la Banque centrale du Congo, la mère des banques. Ça n'est fini pour ce rendez-vous hebdomadaire d'informations essentiellement économiques sur votre télévision. Restez avec nous pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.